Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Allez, on se réveille, c'est lundi matin et on va parler de quoi ? On parle de quoi le lundi matin quand Cirque Sewell est arrivé avec sa casquette New York. Alors je sais pas pourquoi il a mis une casquette New York aujourd'hui. Au moins, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu mettre la clim aujourd'hui et qu'on va pouvoir travailler dans des conditions à peu près acceptables. Voilà, et pas avec la menace de Cirque Sewell d'aller nous attaquer parce qu'il aurait attrapé une grippe un lundi matin. Il est 10h14, on parle de vie professionnelle, de droit du travail et on fait un focus sur les call centers. Aujourd'hui, ce sont les experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous sommes en direct. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des Experts. On commence cette semaine. On parle de vie professionnelle et de droit du travail et on va faire un focus sur un sujet qu'on aborde de temps en temps et parce qu'on a souvent des auditeurs, des auditrices qui nous appellent, qui sont des opérateurs de call center et qui nous posent des questions pour diverses et variées sur soit les conditions de travail, soit la manière avec laquelle les recrutements se font. Et il semblerait que c'est quoi, la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'aurais dit quelque chose sur les call centers. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on t'a dit. De toute façon, en tout cas, ce qui est bien à la radio, c'est que c'est enregistré, donc on peut aller. Je peux pas vous dire non ou oui. Alors je sais que je fais très attention à ce que je dis, mais des fois ça dérape. Non, mais je sais ce que j'ai dit là. Pour te dire que je sais ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement que avoir comme objectif d'avoir une carrière en tant que téléopérateur n'était pas ce que je pouvais souhaiter de mieux pour mes compatriotes. Voilà ce que j'ai dit, hein, à peu près dans ces termes-là. Alors bon, ça a fait réagir quelques personnes, mais bon, c'est pas méchant. Hein, je fais pas du call center bashing, mais par contre, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur tous ces secteurs qui ont été mis en exergue, qui ont été mis en avant, sur les pratiques de certains call centers, parce qu'il faut le dire aussi. Si Ahmed, on a eu des appels de téléopérateurs qui se plaignaient, qui nous décrivaient la manière avec laquelle ils étaient traités, mais bien sûr on met pas tout le monde dans le même panier. C'est pour ça qu'on a voulu faire aujourd'hui une émission là-dessus, sur un secteur qui est extrêmement important et qui est pourvoyeur d'emploi. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Sana Benchkron sur le plateau. Comment ça va ? Bien, merci. Tu vas bien ? Bonjour Faisal. Alors directrice du capital humain d'un grand groupe, hein, qui opère dans ce secteur. Alors tu es directrice du capital humain, mais que ça veut dire quoi ? Tu t'occupes des ressources humaines, du recrutement, Recrutement, développement professionnel, formation, relations sociales, politique sociétale, RSE. Ouais, donc ça tient pas sur une carte de visite. Donc c'est pour ça que je communication interne et externe. Ok, ah ouais. D'accord. Moyens généraux. Non. Ok. Attends, on peut rajouter des trucs. Hein. Profites-en. Hein. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est vrai que tu vas nous apporter tes lumières par rapport à ce secteur. Alors alors c'est vrai que on en a discuté juste avant l'émission et j'ai eu le sentiment que tu avais le sentiment qu'il y avait une espèce de call center bashing dans le pays où on disait tout le temps du mal de ce secteur sur on va dire en termes de conditions de travail, de rémunération. Et c'est vrai que tu m'as fait une démonstration qui est tout à fait convaincante, hein, et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, sachant que j'avais allez, on va être franc, un petit a priori, mais qui était, on va dire, orienté par tous les appels qu'on a dans cette émission. Alors je m'excuse encore une fois, mais faut le reconnaître, faut être objectif. Ce n'est pas une étude de marché, mais c'est un ressenti. Et sachant qu'on reçoit des dizaines, des centaines, et on a reçu des milliers d'appels depuis qu'on a fait cette émission, ça nous permet d'avoir des tendances. Mais en même temps, ce sont les gens qui se plaignent qui appellent. Donc finalement, on a aussi le petit trop de la lorgnette. Alors c'est vrai que juste pour avoir une idée, aujourd'hui, un groupe tel que celui dans lequel tu opères emploie combien de personnes et combien de personnes qui travaillent dans les call centers ? Déjà, je voudrais rectifier quelque chose, Oui. c'est qu'aujourd'hui, on parle plus de call center. Oui.
On parle d'outsourcing parce que là où traditionnellement l'activité a commencé par du renseignement téléphonique, d'où le nom de call center, c'est essentiellement du téléphone. Aujourd'hui, on est sur une diversification d'activités et de métiers qui vont aller de la modération de contenu à la gestion de process complètement externalisés par nos clients. À titre d'exemple, par exemple, la gestion de sinistres en assurance, du digital marketing. Aujourd'hui, on a des activités où ce sont pas des opérateurs téléphoniques qui travaillent, mais ce sont des... Ils sont derrière un ordinateur. Ce sont des content managers, ce sont des graphic designers, ce sont donc donc on parle plutôt d'outsourcing parce que c'est la nature des opérations traitées est largement diversifiée et elle a largement dépassé aussi le canal du téléphone, puisque aujourd'hui d'autres canaux sont utilisés, que ce soit le mail, le chat, le SMS, aussi bien que le téléphone. Voire parfois c'est même multicanal. Alors combien de personnes alors ? Nous, on emploie 6500 personnes sur plusieurs pays au Maroc et en Afrique subsaharienne. Et sur le marché global, aujourd'hui, au Maroc, on est à peu près sur combien ? Il faudrait voir les chiffres de la MRC, sachant que la MRC elle-même ne regroupe que les opérateurs les plus structurés. La MRC, c'est l'association des... Tout à fait, oui. Mais je pense qu'on doit tourner autour de 100 000 si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc c'est quand même un gros secteur en termes d'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait... Alors c'est vrai que je commence déjà à avoir des questions et il y a beaucoup de questions à poser sur ce secteur-là. Puis tu interviens quand tu veux, Ahmed, hein, bien entendu, parce que ça pose aussi... ça va poser la question des compétences, ça va poser la question aussi de l'évolution qu'on peut avoir dans ce type d'entreprise, de la manière avec lesquelles le turnover qu'il peut y avoir dans ces sociétés-là et dans comment on le gère au niveau du capital humain. Est-ce que le droit du travail est adapté ? Encore une fois, on a souvent eu des questions par rapport aux horaires, par rapport lorsqu'on parle d'outsourcing, on est souvent en train de travailler pour d'autres pays qui sont pas calés sur le même calendrier, parfois avec un décalage horaire, parfois avec des fêtes qui sont différentes. Bon, on va dire ça, ce sont des détails, mais c'est quand même important à souligner. Mais moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce que c'est un secteur qui est aussi mal aimé ? D'abord parce que je pense que moi déjà je suis pas issue du secteur, je l'ai découvert quand je l'ai rejoint en 2014 et je suis arrivée un peu comme tout le monde avec mes a priori, mes inquiétudes et en me disant est-ce que tu es sûr de ce que tu fais par rapport à ta carrière, parce que effectivement on n'a pas forcément l'idée de rejoindre des organisations ni structurées ni où on peut s'épanouir quand on parle de ce type d'entreprise. Et au final, non seulement j'étais extrêmement surprise parce que j'y ai trouvé, parce qu'au contraire, j'ai trouvé un groupe extrêmement structuré, avec une vraie fibre people, c'est-à-dire que extrêmement sensible à la question du bien-être et de l'épanouissement des collaborateurs, qui m'a supporté dans mes missions pour à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue budgétaire, mais aussi supportif, c'est-à-dire en me challengeant sur tout ce que je peux apporter comme amélioration sur la promesse employeur, sur la politique RH, sur la politique sociale. Donc au final, non seulement je m'y suis plu, mais je me suis honnêtement en tant que professionnel RH, je m'y suis épanouie par rapport à tout ce que j'ai pu pouvoir réaliser et accomplir. Donc mais ça répond pas à ma question. Alors je pense que la genèse, alors moi n'étant pas issue forcément depuis très longtemps de ce secteur, mais je pense que d'abord c'est dû à la première apparition des centres d'appel à travers le monde, puisque cette réputation, elle n'est pas propre au Maroc, c'est une réputation qui est qu'on retrouve un peu dans tous les pays sur ce métier-là. C'est effectivement, donc je pense qu'au début, on n'était pas très bien organisé. Je pense qu'il y a aussi des horaires qui sont qui sont très rigides et qui peuvent effectivement être pesants pour les collaborateurs. Je pense que les conditions de travail initialement n'étaient pas bonnes. Quand je parle des conditions de travail, c'est aussi bien les infrastructures que la manière dont on gérait les RH. Aujourd'hui, on a largement dépassé toutes ces problématiques parce que aujourd'hui les grands groupes sont tous labellisés et ont de nombreuses labellisations, notamment de responsabilité sociale, de labels et de certifications propres au secteur qui regardent de très près les pratiques RH et la manière dont on gère les RH. D'autres labels, notamment sur toute la partie sécurité, etc., informatique, etc. Donc ça veut dire que derrière il y a quand même une vraie organisation, une vraie structuration qui s'est mise en place. Il faut dire aussi que les clients qui sont aujourd'hui des clients internationaux, anglo-saxons... J'imagine qu'ils imposent des cahiers des charges et que ça permet de tirer vers le haut. Alors, je vais juste poser la question à Samed. Ça, c'est important, on le voit souvent. Il y a des secteurs
où, encore une fois, il y a les locomotives, il y a les gens qui sont structurés, qui sont bons, qui sont nickel, socialement très bien, parfait, et ça on le salue et c'est top parce que c'est ce qu'il nous faut pour montrer l'exemple. Mais il y a aussi ceux qui malheureusement ternissent, et pas seulement dans ce secteur-là, bien évidemment. On a souvent parlé des secteurs de l'intérim, de la sécurité, qui là aussi on a énormément de soucis au vu et au su de tout le monde et des autorités. Là aujourd'hui, est-ce qu'il faut avoir comme la responsabilisation des donneurs d'ordre, parce que ça c'est ce qu'on voit au niveau je fais le parallèle avec la sécurité, ce genre de secteur, où la responsabilisation des donneurs d'ordre pour avoir des pratiques sociales au sein des entreprises qui soient en phase, au moins au niveau zéro, parce que souvent on a des gens qui se disent RSE parce qu'ils sont juste au niveau zéro de la législation, mais est-ce qu'il faut un niveau de responsabilité supplémentaire sur les donneurs d'ordre? Alors écoute, d'abord je vais apporter un témoignage, hein, oui. Bien que c'est pas à moi de témoigner normalement. Bon bah alors le fais pas, passe à autre chose. Là je le fais quand même. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, la spécialité de CERXEOL, c'est quand il commence par dire c'est pas à moi d'en parler, ça veut dire qu'il va en parler. C'est pas compliqué. Voilà. Je parle sous le contrôle de quelqu'un qui est pas là. Déjà, arrête de dire ça. Je parle sous le contrôle du ministère. Ils sont pas là. C'est vrai. Alors je reconnais que moi aussi, comme tout le monde, j'avais cet a priori. Pour moi, le centre d'appel, comme on l'appelait avant, c'était pour les petits jobs, juste temporaires, etc. Mais lorsque j'ai travaillé, j'ai collaboré avec au moins 3 grands centres. Je dis bien 3 grands centres, je vais taire quand même leur nom. J'étais agréablement surpris du degré de volonté politique, d'abord de ce souci d'améliorer les conditions de travail et surtout essentiellement ce souci de conformité légale. Et c'est très important. Chose qu'on trouve pas dans les autres secteurs. Moi, je le reconnais. Donc, il y a ce souci permanent d'être conforme à la loi. Et je l'ai senti à travers tous ces 3 centres. Je collabore au moins avec 3 centres. Oui, est-ce que c'est pas dû parce que ce sont des multinationales? Ou des locaux? Moi je dis que c'est des grands centres. Bon. Bien sûr, moi, il y a des petits centres que je vais assimiler à de l'informel presque, à presque de l'informel. Mais je cite pas, pour moi, ils sont pas représentatifs. Parce que le gros morceau, c'est bien ces grands centres structurés. Et je dirais que la loi est largement dépassée. C'est vrai, il y a des conditions de travail particulières, il y a des contraintes particulières, mais ces centres quand même font de leur mieux pour améliorer et trouver des solutions. Donc, il est vrai que les maisons mères sont exigeantes là-dessus. Ils sont exigeantes dans la mesure où il y a des cahiers de charges, il y a des exigences en matière légale, en matière de conformité, mais je dirais qu'il y a aussi cette volonté de ces centres d'améliorer un petit peu leur image. Et aujourd'hui, je pense que on peut parfaitement envisager de faire une carrière dans ce type de centre. La preuve en est qu'il y a déjà des collaborateurs qui ont des dizaines et même des vingtaines d'années de service. Alors, on y arrivera. J'ai déjà des questions qui arrivent sur la page Facebook. Sur de Cyril qui nous pose souvent des questions et qui là aborde le problème des visas des travailleurs étrangers. Mais on va y revenir parce que j'ai une autre question avant justement qui est aussi liée. C'est la question de Nabil et qui pose la question sur le nombre de travailleurs justement étrangers, notamment des étudiants qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne et qui ont une meilleure maîtrise des langues et du français. Est-ce que c'est une réalité? Ça, c'est moi ce qui rajoute ça aussi cette question-là. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on a du mal à trouver des compétences linguistiques? Parce que bon, alors là sur le point de vue même si on est derrière un ordinateur, il faut maîtriser une langue. Là, on a rien d'autre. J'imagine quand on a un téléopérateur, quand on a un manager, quand on a quelqu'un qui est derrière un ordinateur, que ce soit un community manager ou bref gestion de contenu, peu importe, il faut maîtriser la langue. Alors est-ce que aujourd'hui la majorité c'est quoi? C'est du français, c'est de l'arabe, c'est de l'anglais. Est-ce que sur quel marché on est, sur quel besoin en compétences on est? Et pour revenir à la question de l'auditeur, c'est-à-dire en gros, est-ce que les travailleurs étrangers, notamment d'Afrique subsaharienne, répondent mieux à ces besoins?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous opérons avec 8 langues. Et heureusement que les Marocains ont une facilité naturelle aux compétences linguistiques. Maintenant, il faut quand même se rendre compte d'une réalité, malheureusement, c'est que l'éducation nationale a été arabisée depuis plus de 20 ans maintenant, et que effectivement, là où nous, notre marché principal était les marchés francophones, la maîtrise de la langue française s'est un petit peu perdue et raréfiée. Après, ça ne nous empêche pas de pouvoir. C'est difficile de recruter, c'est vrai. C'est quelque chose dont souffre le secteur au Maroc, mais ça ne nous empêche pas quand même de pouvoir recruter. L'avantage, et là où moi je dis que c'est un secteur qui permet un vrai ascenseur social, c'est que ce secteur il ne va pas vous demander d'arriver avec un bac plus 15, avec une expérience donnée, etc. Il vous dit de venir comme vous êtes. Il va vous demander d'avoir naturellement des soft skills. C'est-à-dire que Ahmed, il peut le faire. Alors non, c'est pas donné à tout le monde parce que je pense. Alors non, je parle pas de Ahmed. Ahmed peut tout faire. C'est-à-dire que si tu pars d'ici, même pas, tu peux aller dans un call center. Même pas. C'est fini. Que j'y suis. C'est fini. Faut que t'apprennes la cuisine. Tout faire, mais. Je la preuve et j'y suis moi. Bon, je vous coupe parce qu'il est 10h29, on doit aller vers la pub. Je te laisserai continuer après, bien sûr, Sana, sur ce sujet. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Eh oui, si vous nous avez écoutés en début d'émission, vous aurez découvert que Serxewal n'a pas les compétences requises pour pouvoir se recycler dans l'outsourcing. Mais qui voudrait outsourcer? Je veux bien. Un expert en fin de carrière, comme ça, que nous recueillons par pure. N'arrête pas d'apprendre, mon cher. Par pure charité, voilà. On ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Je vous le dis, ça fait des années qu'on essaie de s'en débarrasser. Rien à faire. Là, ça. J'y suis, j'y reste. Heureusement pour Atlantique Radio. Voilà. Et la voix féminine que vous avez entendue, c'est Sana Benchkron, qui est directrice du capital humain, des ressources humaines, des moyens généraux, de la sécurité, de l'intérieur, de l'électricité, de la porte d'entrée. Elle fait tout dans ce grand groupe qui emploie des milliers de personnes. On l'aura bien compris. Et on fait un focus sur les call centers aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Je te laisserai continuer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais on a Hicham au téléphone. Bonjour Hicham. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli. Alors, je voudrais vous poser des questions, en fait, à propos de ma situation professionnelle au sein d'un organisme à Casablanca. Oui. Donc, je suis recruté au sein de cet organisme depuis le mois 3 2015, mars 2015. Donc, on s'est mis d'accord sur un salaire de 30 000 dirhams net. Oui. Donc, dans 30 000 dirhams, donc ça, je vais prendre connaissance après la signature du contrat. Donc, l'employeur, il a mis 25 000 dirhams bruts, ça veut dire 17 000 dirhams net en salaire, 13 000 dirhams en prime exceptionnelle, que je touche chaque mois. Ah, c'est de l'exception mensuelle. Exactement. C'est génial. Mais ce salaire, il est versé, ça veut dire depuis 39 mois, depuis le mois 3 2015. Alors, sauf que ça fait un peu 3 mois, donc le mois 6, le mois 7, le mois 8, et donc que je reçois 17 000 dirhams en net. Donc, ils ont supprimé la ligne prime exceptionnelle qui est de 23 000 dirhams bruts, ça veut dire 13 000 net. Est-ce que cet employeur a le droit de retrancher ma prime exceptionnelle comme ça, ou c'est un acquis? Parce que lui, il dit que c'est une avance sur prime exceptionnelle, je peux vous la donner quand je veux, je peux la retirer quand je veux. Question, avant que je laisse répondre à nos deux invités, hein, bien sûr, mais vous avez négocié en brut ou en net? J'ai négocié en net au début. Okay. J'ai négocié en net. Ça marche. Donc pour vous, c'était 30 000 net. Pour moi, c'est 30 000 net, quelle que soit sa forme. Bon, après 3 ans et demi, je découvre que cette forme, elle est plus ou moins malhonnête. On peut dire ça. C'était à la faveur de l'employeur. D'accord. Ok. Alors, c'est Ahmed. Alors, c'est Hicham. Écoutez, vous aurez dû quand même faire attention au moment de la signature du contrat.
vous aurez dû quand même exiger que le salaire soit justement, que la composition du salaire soit plus claire. Parce que le fait d'introduire ce terme d'exception, etc., peut prêter à confusion. Mais de toutes les façons, du point de vue légal, c'est un complément de salaire. À partir du moment où que cette prime a été versée d'une façon régulière, c'est le même montant qui revient tous les mois. 3 ans, quoi. Donc c'est un complément de salaire et du coup, il ne peut pas y revenir là-dessus, sinon c'est assimilé à une modification du contrat qui touche un élément substantiel du contrat, à savoir le salaire, et ça peut être assimilé même à une résiliation abusive du contrat de travail. Donc moi, à mon avis, aujourd'hui, vous allez devoir quand même réclamer ça officiellement pour qu'il puisse lui demander de régulariser votre situation. Écoutez, au cas où il refuserait, et si vous voulez aller en contentieux, sachez que la loi est de votre côté. Bon. D'accord. Donc réclamer ça officiellement, ça veut dire. Écoutez, ça dépend quel type de relation vous avez avec votre employeur. Ça se passe bien. Moi, je préfère que vous alliez les voir directement, essayer de négocier, de discuter, sans formaliser, parce que quelquefois certains employeurs sont choqués lorsqu'ils reçoivent des écrits. Donc, si c'est le cas, par exemple, vous connaissez votre employeur mieux que moi. Si vous pensez qu'il est sensible au dialogue, allez-y le voir directement. Comment ça se passe avec lui? Ça se passe bien ou c'est tendu? Non, ça se passe bien. Allez-y le voir. Sauf qu'ici, j'exprime ça oralement, et si je les prends au tribunal, j'ai aucune preuve. C'est ça. Mais vous avez votre bulletin de paie. On va savoir est-ce que je leur ai parlé ou pas. Non, écoutez, moi je préfère que vous commenciez par discuter directement, dialoguer. Allez-y, exposez votre problème, demandez à ce qu'ils régularisent votre situation. C'est déjà fait. Alors, en cas de refus, à ce moment-là, vous faites un écrit. D'accord. Vous faites un écrit à ce moment-là. Si ils ne réagissent pas à l'écrit, à ce moment-là, c'est à vous de voir. C'est un choix. Soit vous voulez passer en contentieux et là, vous avez tous les éléments. Vous avez un écrit quand même, vous avez une mise en demeure que vous lui avez adressée. C'est vous qui décidez. Mais ce que vous devez savoir, c'est que du point de vue légal, c'est une modification du contrat et qu'il n'a pas le droit de toucher à votre salaire. Bon, d'accord. Mais dans le contrat, il n'y a que le salaire brut sans prime. On est bien d'accord. Mais vous avez un bulletin de paie. Exactement. Et il y a la prime. 39 bulletins de paie, oui, il y a 30. Voilà, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Exactement. Non, il en fallait 75. Peut-être. Je pense. Non, mais c'est bon. Mais attends, juste question, c'est une grosse boîte ou c'est une PME, vous avez accès directement C'est une grosse boîte qui est à 1300. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Donc il y a de tout, hein. Il y a de tout. Donc là, il faut partir chez un avocat. Non, pas encore. Mais bon, vous faites déjà l'écrit, vous allez discuter. Si jamais vous avez une fin de non-recevoir et que ça bloque, à ce moment-là, si vous pouvez régler le problème à l'amiable, c'est mieux. Beaucoup mieux. Alors, Sana, tu te vu par rapport... Merci, Hicham. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui, déjà, c'est vrai qu'il est courant de négocier son salaire en net, mais ce qui est légal, c'est les montants bruts. Nous, on a un principe, c'est que on formalise tout ce qu'on avance comme proposition financière aux candidats par écrit, notamment pour les postes d'encadrement. C'est toujours précédé, le contrat est toujours précédé d'une lettre d'engagement ferme de notre part, où tout ce que nous lui avons dit oralement est consigné, y compris les avantages en nature. Est-ce qu'une lettre d'engagement, excuse-moi, ça a une valeur? Ou ça n'a aucune valeur par rapport au contrat? Si, parce que c'est uniquement un problème de forme. Oui. Si la lettre d'engagement est signée et légalisée par les deux parties, elle fait office de contrat. D'accord, très bien. Et nous, la lettre d'engagement précède le LTRAP, ça permet de clarifier, de formaliser, d'être transparent avec le candidat. Ça dans la lettre. Et le conseil que je donne, c'est que sans un écrit clair de la part de l'employeur où tous les engagements financiers sont formalisés clairement, il faut pas démissionner de son ancien employeur pour ne pas se retrouver dans des situations où on nous a dit une chose et on s'est retrouvé avec autre chose. Donc c'est important quand même soit d'avoir son contrat de travail au préalable, soit d'avoir sa lettre d'engagement avant de pouvoir se désengager. Si tu savais, Sana, ce qu'on a eu comme cas sur cette antenne d'employés qui avaient même signé le contrat avant même qu'ils aient démissionné, qui démissionnent et qui arrivent dans l'autre entreprise, on leur dit finalement bye bye, allez. On a changé d'avis. Voilà, on a changé d'avis. Voilà, donc après il y a la forme, il y a la loi et puis après il y a les pratiques malheureusement. Alors j'aimerais juste revenir, on reviendra sur l'histoire des travailleurs étrangers puis qu'on puisse répondre à Cyril aussi, mais on a Rachid au téléphone, priorité aux appels. Bonjour Rachid. Bonjour.
Bonjour. Merci pour cette émission. Je vous appelle, s'il vous plaît. J'ai essayé plusieurs fois les semaines dernières. C'est juste, j'ai une question aussi. Je suis un éméreux, marocain résident à l'étranger. Oui. Je suis rentré en septembre 2016 et j'ai rejoint un projet avec une association sous forme de contrat CDD d'un an renouvelable. Oui. Voilà. Le deuxième année, c'est fini le 31 août, celui-là. Aujourd'hui, jusqu'au le 23, j'ai pas renouvelé, enfin, ils n'ont pas renouvelé plutôt, et du coup, à ce jour-là, je n'ai pas reçu mon solde tout compte, ni rien, ni salaire du dernier mois, ni rien. Alors vous avez eu quoi? Vous avez eu 2 CDD de combien de temps? Une année. D'un an. D'un an, 2 CDD d'un an. Oui. Et vous continuez à travailler ou pas? Non, là j'attends justement, je suis à Tanger parce que j'attends justement de recevoir les papiers parce que le siège du travail c'était ici. Et ça fait 23 jours que je suis là et je n'ai pas de réponse. Si ce n'est par mail. C'est-à-dire qu'à la fin de la deuxième période, vous avez arrêté? Oui. Ok, d'accord, ok. Pas de mon initiative, justement, parce que le projet, au départ, il a été expliqué sur 3 ans plus 3 ans. C'est pour ça que je suis rentré au Maroc pour accompagner ça. En fait, le métier, je suis un artiste. Donc, on enseigne un petit peu les arts dramatiques, tout ce qui est technique aux ateliers, dans les lycées et tout ça. C'est très intéressant comme projet. Malheureusement, la suite, j'ai pas. Là, aujourd'hui, je suis bloqué, je sais pas quoi faire, en fait. Alors, écoutez, moi j'ai déjà ces fameux CDD. J'ai une question parce que le CDD pour une année renouvelable une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. Et il n'est envisageable que lorsqu'il s'agit de l'ouverture de l'établissement pour la première fois ou lorsqu'il s'agit du lancement d'un nouveau produit. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans cette configuration ou pas? Non. C'est une association, le projet il était financé et du coup il y avait besoin d'artistes pour travailler pour 3 ans sous forme de contrat CDD. Alors dans ce cas, certainement c'est un nouveau projet qui était limité dans le temps, peut-être. Oui. D'accord. Ah, donc, c'est une association sérieuse? Je suis désolé de poser cette question à chaque fois, mais on est malheureusement obligé. Écoutez, malheureusement, je peux pas non plus nous répondre au départ. Non, mais c'est-à-dire pendant les 2 ans, est-ce que c'est une association structurée avec structuré, on avait même suivi des formations de structuration et tout ça, on a eu des évolutions et tout ça. Le projet, l'association, je n'ai rien à dire. Malheureusement, là aujourd'hui, le 23 septembre, je suis bloqué, ni je peux repartir en France, ni je peux travailler ici en attendant ça, quoi. Écoutez, légalement parlant, s'agissant d'un CDD, donc c'est un contrat temporaire. Il prend automatiquement fin à son échéance. Et du coup, vous avez droit à un solde de compte qui va bien sûr comprendre bien sûr votre dernier salaire, vos congés éventuellement, et s'il y a des avantages en nature qui étaient prévus par le contrat, avec votre certificat de travail. Voilà. Donc moi, à mon avis, essayez de rentrer en contact avec eux pour régulariser votre situation. Sinon, dans les pires des cas, vous pouvez saisir éventuellement l'inspection du travail qui pourrait intervenir et vous aider, parce que c'est un cas classique quand même. C'est pas un contentieux, il n'y a pas de litige en fait. Non, il n'y a pas de litige. Donc c'est une extinction de la relation du travail qui vient, c'est-à-dire que le contrat prend fin de lui-même, quoi. Oui, il prend fin de lui-même, mais je suis adepte et j'adore aussi ce que vous avancez, monsieur, par rapport au principe de la discussion. Aller voir et tout ça, discuter, trouver une solution à l'amiable, que ce soit pour l'employeur ou pour le salarié, vous voyez. Oui. Donc j'ai fait toutes ces démarches-là, j'ai été à l'inspection du travail. Il y a plusieurs détails en fait en cours parce que le projet devait continuer pour avoir une extension dans le milieu rural que j'ai choisi, que j'ai travaillé dessus sur les mois de février, mars et avril. Malheureusement, j'ai été écarté et je ne suis pas le seul, quasiment toute l'équipe. Donc il y a vraiment des détails que je préfère ne pas les dire comme ça en antenne parce que je ne veux pas non plus avoir justement des conflits ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je cherche justement une solution à l'amiable. Oui, mais toujours pour, vous savez, c'est ce qu'on dit tout le temps sur cette antenne, c'est que pour avoir une solution à l'amiable, il faut avoir, comme dans toute négociation, savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pourriez avoir, légalement, 2, en prenant en considération le temps juridique, parce que c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez comme ambition à court terme, mais après à l'amiable, il faut que les gens que vous avez en face de vous soient de bonne foi. C'est toujours le même, même principe. Pourquoi moi j'insiste sur la solution amiable? Parce que pour moi c'est pas conflictuel. Il s'agit uniquement de régulariser une situation. C'est un dû. Les congés c'est un dû. Le salaire c'est un dû. Le certificat
travail indu. Donc il y a pas d'enjeu. Il n'y a ni indemnité, ni dommage interne, ni rien du tout. Donc ça serait quand même regrettable, quand même, ça serait aberrant même d'y aller, de déclencher une procédure judiciaire pour ça. Alors, j'ai une question, on va répondre à Cyril, et c'est vrai que ça concerne les call centers, j'avais pas vu, mais en gros, il me pose la question sur laquelle on intervient très souvent, par rapport à la non-validité d'un CDI pour les travailleurs étrangers au Maroc. Alors, on ne dit pas de la non-validité, mais en gros, soumis à la validation du ministère du Travail, le visa annuel pour ces travailleurs étrangers. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui travaillent dans les call centers. Alors, je sais pas en quelle proportion. C'est peut-être aussi vous allez peut-être me dire le contraire, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui travaillent pour leur maîtrise notamment de la langue française. Et donc, Cyril nous dit par rapport à la non-validité d'un CDI pour des travailleurs étrangers au Maroc, je voudrais juste confirmer ou infirmer une rumeur que j'ai entendue. Il y aurait eu quelque part un jugement favorable en faveur d'un travailleur étranger dans le cadre d'un licenciement abusif. Vous parlez souvent de jurisprudence, nous dit Cyril. Alors, casser ou pas casser la jurisprudence, et ça concerne aussi, c'était dans un call center. Est-ce qu'il y a eu une décision? Écoutez, j'ai eu cette information rien qu'hier. Voilà. Donc moi j'avais rien entendu. C'est un ami, il est avocat. Et il paraît qu'il y a dernièrement, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré que le contrat des étrangers peut parfaitement être CDI et que ça n'a rien à voir avec la durée du visa. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de défendre. On a dit il faut faire la distinction entre la durée du visa. Qui est ce juge? Vraiment, il est Je peux le recevoir. Oui. Qui est-il? Ça fait des années qu'on défend cette hypothèse parce qu'on estime que c'est abusif, c'est injuste vis-à-vis de cette catégorie de salariés. D'autant plus que le contrat de travail est consensuel. Si les deux parties se sont mis d'accord sur un CDI, je vois pas pourquoi le juge vient et dit non, quand bien même vous êtes d'accord sur un CDI, moi je considère que c'est un CDD. Alors, je vais poser la question à Sana, justement, sur l'emploi des étrangers, des travailleurs étrangers qui viennent de pays frères comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., tous ces pays francophones. Alors on sait que il y a des accords avec le Sénégal, mais pas les autres pays. Je sais qu'il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup d'Ivoiriens, d'étudiants ou même de travailleurs qui viennent avec des compétences de ces pays-là. Est-ce qu'on en emploie beaucoup dans ce secteur-là? 2, comment vous faites justement pour gérer cette histoire de visa de travailleurs étrangers? Parce que ça, par contre, c'est des choses qu'on reçoit très souvent, qu'on a trouvé injustes ici, parce que c'est vrai que, voilà, au bout d'un an, on considère qu'ils ont des CDD ad vitam aeternam pour pouvoir travailler dans ce secteur. Je vais parler déjà sous le contrôle de Monsieur El Khsewar. Ce qu'il faut savoir en matière il contrôle rien du tout, lui. Rien du tout. Sur le travail sur l'emploi des travailleurs étrangers, il y a effectivement 2 façons de faire possible. Soit on est dans une convention bilatérale qu'a signé le Maroc avec le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, je pense. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autres pays signataires. Et là-dessus, la loi considère que ce sont ces travailleurs sont absolument soumis à la même loi qu'un travailleur marocain. Mais pour des raisons de visa, etc., on est quand même obligé de faire des contrats étrangers, ce qui est un peu compliqué. Ça, quand nous on en recrute de ce type de nationalité, on leur fournit une assistance pour pouvoir faire tous leurs papiers, etc. Après, quand en dehors de ces nationalités-là, l'employeur doit prouver que le poste à pourvoir on n'a pas trouvé de compétences équivalentes au niveau des nationalités marocaines. Et c'est très très compliqué parce qu'il faut passer par des annonces à NAPEC, des annonces dans les journaux, etc. Et alors aussi quand c'est des postes qui sont très spécifiques, quand il y a une langue, par exemple nous on a des activités qui se font en néerlandophone, etc. Donc ça c'est pas compliqué à faire. Donc on sait bien que c'est pas une langue maîtrisée couramment. Soit on sait les parler, soit on sait pas. C'est de je sais pas. Moi je peux pas. Voilà. Mais quand par exemple c'est un poste d'agent de
de conseiller clientèle sur du francophone, là vous voyez bien que on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas d'autres Marocains qui sont capables de. Donc c'est très compliqué d'ouvrir finalement d'un point de vue légal, d'ouvrir le recrutement aux autres nationalités, et ce malheureusement de par la loi. Ça pose un problème de recrutement là. Est-ce que vous avez un problème pour recruter? Là on est en ce moment, on voit bien le débat et qu'on a très souvent et qu'on a souvent eu dans cette émission avec l'espèce de ras-le-bol qu'ont les gens et de grandes attentes par rapport au ministère de Siam Zazi sur l'éducation. On parle souvent que ça soit de soft skills, mais on a parlé de langue la semaine dernière dans cette émission en parlant du français dans le business. Mais bon, ça pose le problème des langues. Je vais pas revenir sur l'utilisation du français. Mais bon, est-ce que aujourd'hui c'est compliqué dans le secteur de trouver les compétences qu'il vous faut? Alors nous, on a plusieurs complexités. On est déjà à la complexité de se dire où, au final, comme on disait au début, c'est pas un secteur dans lequel les candidats se projettent. Donc ça c'est à tort d'ailleurs, parce qu'effectivement on peut parfaitement se projeter, on peut y faire carrière. Alors je suis complètement d'accord avec vous que on n'est pas censé faire une carrière de conseiller clientèle. Oui. Enfin, c'est ce que j'espère. Nous-mêmes dans nos politiques RH, l'idée c'est au contraire d'amener les personnes le plus loin possible dans leur trajectoire, mais les trajectoires sont réelles et elles sont nombreuses. La deuxième complexité que nous avons, c'est effectivement d'avoir une difficulté à trouver des personnes qui maîtrisent la langue telle que le souhaitent nos clients, mais on en trouve. Et puis nous-mêmes, on met en place des dispositifs pour accompagner la maîtrise de la langue. Et puis quelle est la langue prédominante? Le français. Le français. Ensuite, si on devait... Non, parce que c'est intéressant de savoir. Français. Après, on a de l'anglais, on a d'italien, on a du germain. Mais après, c'est des petites niches, quoi. Petites niches, exactement. D'accord, mais le gros du boulot, c'est le français. Vous pouvez le répéter là aux gens qui décident, voilà, parce que on a beau essayer d'être pragmatique. Je fais pas un combat pour le français. Je suis francophone, donc j'aime cette langue, mais il y a aussi du pragmatisme, tout simplement, dans le business. Lorsqu'on est en train de nous vendre, ah non, faut nous ouvrir vers l'anglais. On a une stratégie africaine, on a une stratégie vers l'Afrique de l'Ouest, on a ces secteurs-là qui demandent la maîtrise de la langue française, et c'est vrai que ça commence à être dégradé en ce moment. Si j'ai un appel à l'ensemble des chercheurs d'emploi, des étudiants, des personnes qui vont intégrer le monde professionnel, ou même les personnes qui sont actuellement en poste actuellement, quel que soit leur secteur, il faut travailler leur langue. Que ce soit le français, voire aujourd'hui le français n'est plus suffisant. Le Maroc s'ouvre de plus en plus à l'international, et l'anglais devient vital quand on veut vraiment booster sa carrière. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Bon, comment t'as dit bonjour? Bah oui, rebonjour. Si vous venez de nous rejoindre, il est 11h11. Vous savez, ce moment où tout est vertical. Regardez. 1. Voilà. C'est bien en ordre. Ouais, on va y voir. Hein. Grand soutien. Personne ne réagit. C'est un grand moment de solitude. Voilà. C'est une espèce de verticalité. Voilà. C'est 11h11. Et vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Ça, c'est l'état dans lequel je suis quand j'ai pas pris de week-end. Vous savez, quand je travaille tout le week-end, j'arrive, c'est comme si j'avais continué la semaine. Je suis à mon 9e jour de la semaine. Sana Benchkroen est avec nous aujourd'hui pour notre plus grand plaisir, hein, directrice du capital humain d'une grande boîte de outsourcing. Voilà, c'est comme ça qu'on doit dire. Hein, voilà, outsourcing. Parce qu'il n'y a pas que les call centers, il y a un ensemble de métiers à forte valeur ajoutée qui sont derrière, voilà, qui permettent de répondre à la relation client et de couvrir plusieurs domaines. Serksewar, pour lui, je sais plus comment le définir. C'est une espèce de, je sais pas. Je suis habitué là. Hein? Moi, je suis habitué. Voilà, savez, avant l'ère des smartphones et d'internet, vous aviez les pense-bêtes. Vous savez, vous aviez un petit carnet. Ouais. Voilà. Bah, c'est pas si mauvais que ça, hein? Non. Ouais. Voilà. Bah voilà. Serksewar, c'est notre petit carnet. Et on l'ouvre de temps en temps. Il y a quelques pages collées qu'on n'arrive pas à retrouver, mais on l'ouvre de temps en temps. Qui c'est qu'on a au téléphone? Ilham. Bonjour Ilham. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à Madame Benchkroen. En fait, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler d'évolution de carrière dans les centres de contact qu'on appelle nous les centres d'appel. Oui. Et en fait, moi, en tant qu'étudiante, je suis étudiante en
une licence professionnelle et c'est en fait c'est un métier, il est tellement banalisé en ce moment et c'est un métier, jamais j'aurais dit que c'est un métier qui m'offre des opportunités des perspectives d'évolution et du coup c'est pas du tout une possibilité pour moi. Jamais je vais penser à démarrer une carrière dans les centres de contact et à entendre Madame Benchkroun parler, on dirait qu'on fait une très mauvaise compréhension du métier. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est comment on peut démarrer dans ce métier et comment on peut évoluer et quelles sont les perspectives dont elle est en train de nous parler. Bah déjà, vous savez parler au téléphone, donc je pense que c'est déjà un premier pas. Je plaisante. Il n'y a pas que ça comme métier derrière. Ouais, Candidate potentielle. Donc c'est le premier prérequis. Ça, c'était le côté réducteur. J'en conviens, mais je fais exprès. Je fais un cliché. Mais en même temps, il y en a d'autres. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, on va être un peu optimiste parce que c'est bien, de temps en temps, parce que ces dernières semaines, là, on est dans une atmosphère ambiante qui est un peu pessimiste. Moi aussi, je vous le cache pas. Mais c'est vrai que voir des boîtes qui sont structurées dans ce métier-là et qui nous font voir une autre face du métier du secteur, c'est intéressant, et de voir dans quelle mesure. Moi, je pensais aussi que dans un centre, il y avait l'opérateur, le téléopérateur, et qu'il allait devenir manager. Et après quoi? Ok. Mais après, dans des grosses boîtes, c'est vrai qu'il y a des perspectives d'évolution, et peut-être dans des différents métiers, différents compartiments qui peuvent être intéressants. Juste peut-être pour répondre, bonjour Ilham. Bonjour madame. Peut-être pour résumer, et je détaillerai juste après, mais pour te donner une idée, c'est que notre comité de direction est composé de 50% de personnes qui ont commencé chez nous en tant que conseiller clientèle. Dans le comité de direction. Dans notre comité de direction. Mon bras droit qui gère aujourd'hui... Chez nous, ici au Maroc. Ça existe, ça? Tout à fait. Et c'est beaucoup plus courant que ce que vous pensez dans le secteur de l'outsourcing. Il faut le souligner, je suis désolé. Mon bras droit, qui est aujourd'hui directeur adjoint RH et qui a en charge tous les responsables ressources humaines des sites et leurs équipes, on est 13 sites aujourd'hui sur plusieurs pays, et a commencé chez nous en tant que conseiller clientèle. Donc il y a de vraies trajectoires de carrière dans notre secteur, et peut-être pour vous résumer, expliquer un petit peu quelles sont les trajectoires possibles. Vous allez évidemment postuler, il y a des annonces sur les pages Facebook des grands groupes, il y a aussi, nous avons une plateforme de recrutement dédiée au recrutement. Vous allez passer des tests de mise en situation pour voir un petit peu si les compétences comportementales requises pour le métier sont là, pour voir aussi quel est votre profil et pouvoir l'adapter à l'une de nos activités qui est en cours de recrutement, et pouvoir aussi orienter votre profil sur l'une de nos activités. Il y a des tests de langue, et à l'issue du process de recrutement, vous allez avoir un feedback qui est soit nous retenons votre profil pour tel type d'activité et voilà quand est-ce que vous pouvez commencer, voilà comment le process va se poursuivre, ou alors nous ne retenons pas votre profil et voici les raisons pour lesquelles nous ne retenons pas votre profil, voici ce que vous devriez travailler. Et nous avons eu d'ailleurs, pour la petite anecdote, plusieurs personnes qui ont travaillé les axes d'amélioration que nous leur avons suggérés, qui sont revenus au bout de 2-3 mois et qui ont été recrutés. Vous intégrez ensuite... C'est ce que je vais faire avec toi, Siam. C'est ce que je devrais mettre en place. J'accepte. Bon. On n'arrête pas d'apprendre. Vous allez intégrer ensuite, le jour convenu, vous allez être accueilli par le responsable ressources humaines du site qui va vous accueillir, qui va vous expliquer un petit peu quelle est la vie de l'entreprise, quelles sont les règles de vie au sein de l'entreprise. Donc vous avez une journée avec le responsable ressources humaines pour vous accueillir et vous permettre de vous orienter un petit peu sur vos prochains pas. Et ensuite, vous intégrez un processus de formation dont la durée est variable en fonction de la technicité de l'activité, des prérequis de l'activité, où vous allez être donc en formation sur le produit, sur l'activité, sur le métier lui-même, où on va vous suivre. Et ensuite, quand vous intégrez à proprement dit la production, vous êtes encore une fois mis dans ce qu'on appelle nous une pouponnière, c'est-à-dire c'est là où on regroupe les nouvelles recrues qui sont assistées et accompagnées par des référents plus anciens qui sont là pour leur permettre d'accomplir sereinement leurs premiers pas. Ensuite, vous allez, au bout de quelques mois, donc là, pendant vraiment tout
tous les premiers mois, jusqu'à 6 mois au sein de l'entreprise, vous êtes accompagné de près par vos managers, par les formateurs, etc. Et après 6 mois, voire certains ont évolué beaucoup plus vite que ça, nous avons un système qu'on appelle les appels à candidature interne, où très régulièrement, toutes les ouvertures de postes, que ce soit vers les fonctions support ou vers les métiers opérationnels dans le management, sont ouverts aux collaborateurs de l'entreprise via l'intranet, via l'affichage, via les responsables ressources humaines et les managers qui en parlent, et vous avez la possibilité de postuler. Donc très vite. Alors je fais juste je remets dans le contexte pour les gens qui peut-être te prennent en route. Ça a l'air, moi j'écoute et je suis fasciné par le modèle, c'est-à-dire qu'en gros c'est le modèle que je pourrais souhaiter pour n'importe quelle entreprise et qui pourrait être dupliqué même dans une grosse PME. C'est-à-dire bon là on est dans une grande boîte quand même. On rappelle un peu 6 000 salariés, donc c'est du gros, c'est du lourd, mais c'est vrai que c'est le type de pratique qui, on le souhaiterait, soit dupliqué même dans des plus petites structures. Alors, peut-être pas la TPE parce que c'est autre chose, mais au moins les grosses PME. Et c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui a l'air de fonctionner, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, parce que en termes de productivité, en termes de turnover, vous avez beaucoup de turnover, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps dans les call centers. Les centres de relations clients, call center, outsourcing, c'est le turnover. C'est-à-dire que c'est un vrai problème à voir à chaque fois des gens qui partent, qui rentrent. C'est un indicateur que vous avez aussi ? Faisal, si tu permets, je finis de répondre à Ilham et je reviens sur la question du turnover parce que c'est important qu'elle ait une réponse complète. Okay. Bon, donc, alors à 11h30, tu mets la musique, moi je vais aller boire un café. Et je reviens. Donc Ilham, tu vas passer ce qu'on appelle nous un assessment, c'est-à-dire une évaluation qui permet de vérifier que tu as les prérequis pour intégrer, notamment, moi je vais rester un peu sur la voie opérationnelle, un poste de manager. On sait que vous n'avez pas forcément l'expérience à ce moment-là de management et d'équipe, mais c'est pas grave parce que si vous êtes retenu sur ce poste-là, et c'est possible entre 3 et 6 mois déjà de postuler et d'être pris, vous êtes pris dans un parcours de formation qui vous accompagne jusqu'à 6 mois dans votre poste pour vous mettre le pied à l'étrier en tant que manager. Et en tant que manager, vous pouvez déjà commencer à gérer des équipes de 12 à 14 personnes. Ensuite, il y a d'autres échelons à gravir. Vous pouvez tout de suite ensuite intégrer au bout de quelques mois un poste de chef de plateau ou ce qu'on appelle nous un responsable opérationnel d'activité qui lui couvre entre 100 et 200 personnes sous sa responsabilité avec un encadrement intermédiaire sous sa responsabilité et ensuite jusqu'à une trajectoire de directeur de site. Et l'évolution est aussi horizontale vers les métiers support. Et là, que ce soit les RH, les systèmes d'information, la comptabilité, le juridique, nous accueillons des personnes qui sont venues des opérations et qui ont commencé en tant que chargés de clientèle et que nous formons parce qu'on est conscient que ce sont des conversions au métier et nous les formons sur les métiers d'accueil. Donc oui, il est possible de... Je peux parler, madame ? Oui, bien sûr. Désolée, moi je suis passionnée dès que... Non, parce qu'on a Nadia au téléphone. Je reviens. Nadia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour, ça va, vous allez bien ? Ah bah bon, ça va. Bonjour Madame Chkralani. Bonjour Nadia. Ça va, vous allez bien ? Merci, et vous ? Ça va, très bien. Alors en fait, moi ma question, aujourd'hui, moi je fais une formation à l'ENCG. Alors ma question aujourd'hui, si j'intègre votre entreprise, quel est le plan de formation que vous proposez au-delà de la formation métier ? Alors nous on a un plan de formation annuel. Alors, la formation est régie chez nous par une université d'entreprise qui dédie les programmes de formation continue à l'ensemble de l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit en mode e-learning ou en présentiel. On a à la fois des formations métiers, donc comme je disais tout à l'heure, c'est des parcours de formation métier. Typiquement, je donne l'exemple d'un manager des opérations qui veut revenir aux ressources humaines et à qui on va mettre en place un cycle de formation en RH, par exemple. On a aussi lancé ce qu'on appelle la Management Academy, qui est un programme très lourd
de formation de management et de développement personnel qui accompagne les collaborateurs à plusieurs niveaux dans leur que ce soit dans le niveau d'expérience qu'ils ont en management ou en fonction de leur seniorité au sein de l'entreprise. Et ça va aller avec d'ailleurs des certifications à la clé, avec des grandes écoles, que ce soit nationales ou internationales, et qui leur permet justement de continuer à se développer au fur et à mesure de la complexité de leurs responsabilités. Donc la formation pour nous est quelque chose de vital parce que comme nous avons beaucoup de collaborateurs qui intègrent l'entreprise quasiment pendant leurs études et qui restent chez nous longtemps, nous compensons le fait qu'ils n'aient pas forcément vu plusieurs types d'entreprises, plusieurs milieux professionnels par la formation. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui permet effectivement de continuer à les accompagner les plus loin possible dans leur trajectoire professionnelle. Ok, alors, tu veux dire quelque chose? Moi, je voudrais quand même que je rappelle à Sana... Il adore Ahmed qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup parce qu'il se repose. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, il a un forfait mot. Moi, j'aime écouter. Moi, j'aime écouter. Je sais. Non, mais alors, quand on entend ça, encore une fois, ça pose la question de la formation sur laquelle on revient extrêmement souvent. Il y a normalement des obligations au niveau de la formation professionnelle des entreprises et on le sait, de la formation continue au niveau des entreprises mais qui est pas respectée, alors qu'on fait un appel du pied depuis très longtemps pour... Alors on peut pas tout demander à l'entreprise non plus, ça c'est une réalité parce que lorsqu'on parle d'adéquation, de cette fameuse adéquation des compétences aux besoins du marché sur laquelle on débat très souvent, on se dit que la formation est aussi une solution, mais l'entreprise ne peut pas non plus répondre à tous les besoins en termes de formation, surtout quand on a besoin de soft skills, quand on a besoin de langue. J'imagine que le perfectionnement de la langue, ça peut être par exemple une formation qui peut être dispensée dans l'entreprise, mais s'il n'y a pas de base au début, on peut rien faire. C'est pas à l'entreprise de former et de donner les prérequis. C'est vrai, déjà sur le plan légal, la formation continue constitue une obligation pour l'entreprise. Malheureusement, et c'est toujours la même chose, les modalités d'application de cette disposition n'a pas vu encore le jour et du coup, on ne sait plus qui fait quoi. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise qui, je sais pas, malheureusement ou heureusement, prend en charge la formation de son personnel. Moi, je sais que l'entreprise où évolue Sana, elle investit beaucoup sur la formation et c'est une excellente chose, je le sais. Par contre, moi, je souhaiterais que Sana nous parle un petit peu de cette fameuse problématique de turnover dans ce sens. Tout le monde en parle. Et je voudrais quand même avoir ton avis là-dessus, Sana. Il faut juste démystifier cette histoire de turnover parce que c'est un turnover qui est lié à l'activité elle-même. Et qu'on trouve d'ailleurs sain. On considère qu'on est sur des métiers tremplins. Très bien, moi c'est ce que je veux entendre finalement. Alors, on est sur des métiers tremplins. Si on y passe, sauf pour ceux qui ont la possibilité d'évoluer vers des postes à responsabilité, ok. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire il y a des métiers qui sont, on va dire pour une certaine tranche d'âge qu'on peut avoir en début de vie professionnelle, qui nous permet d'avoir de la structure, une première expérience, et que ça soit le tremplin vers autre chose. Si c'est dû à ça, c'est génial. Alors, je vais faire le parallèle avec un célèbre fast-food mondialement connu. Ouais. Personne ne peut envisager de faire un métier de faire des hamburgers, on est d'accord. Il y en a ici. Oui, mais ce n'est pas forcément. Je le connais. Donc nous, on considère que on intègre notre entreprise pour exercer ce métier un temps, que ensuite on a, mais ça il faut franchement, indépendamment du secteur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en entreprise, la première responsabilité quand il s'agit de gestion de carrière, elle revient à l'employé lui-même, au collaborateur lui-même. Il faut qu'il s'implique dans la gestion de carrière, il faut qu'il s'intéresse aux opportunités qui sont ouvertes, il faut qu'il sache quelles sont les compétences qu'il doit développer, sur lesquelles il doit travailler, il doit demander des feedbacks, nous on les donne systématiques, mais il faut qu'il les accueille et qu'il fasse l'effort de travailler dessus pour pouvoir se donner les moyens d'évoluer. Après, quand l'évolution verticale ou horizontale ne se fait pas, on n'a pas forcément effectivement à rester longtemps à faire ce travail, sachant que chez nous, on a des personnes qui le font depuis longtemps. Alors nous, on essaye
lutter contre de la saturation possible sur ce métier-là. On n'a pas vocation forcément à faire partir les gens au bout de 2-3 ans parce qu'on considère qu'ils ont fait le tour, pas du tout. C'est de leur permettre de continuer à y prendre du plaisir et de faire en sorte que leur quotidien au sein de l'entreprise soit un quotidien heureux. Donc c'est pour ça qu'on travaille énormément sur des questions de bien-être, sur la diversification de leur journée. Vous n'êtes pas responsable du bonheur en entreprise, on est Alors, pas arrivé là. notre responsable du bonheur est juste là en face de toi, Faisal, elle te fait un petit coucou. Responsable du bonheur. On l'appelle pas comme ça officiellement, mais en fait, elle a vraiment en charge. Si elle faisait la gueule, je me serais inquiété. Quand même. Je suis responsable du bonheur, tout va bien. Alors on va prendre Sarah, désolé, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent au téléphone. On a Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bah ça va. Bonjour Madame Mouscron. Bonjour Sarah. En fait, vous avez un peu anticipé... Vous avez oublié Sirmed. On t'oublie. Tu es occulté aujourd'hui. Ça y est, aujourd'hui, ça y est, ça fait... C'est bien. Faut lui faire les pieds. En fait, vous avez un peu anticipé ma question. On entend beaucoup parler du fait que le métier des centres de contact est très stressant et très pénible. Dans votre entreprise, qu'est-ce qui est mis en place pour faire face à cette pénibilité ? Alors Sarah, merci de poser la question. Pourquoi on dit qu'il est pénible ? Parce qu'effectivement, d'abord, on est tenu à une planification qui est liée aux activités et aux demandes et aux exigences de l'activité. Si effectivement nous travaillons sur le marché français et que nos clients nous imposent de pouvoir être disponibles pour leurs clients à partir de 6h du matin, nous mettons en place des planifications et ces planifications doivent être respectées strictement parce qu'il y va de la qualité de service qu'on délivre. Et ça, ce sont des contraintes qui sont liées à l'activité, qui sont les mêmes que, par exemple, quand on travaille dans n'importe quel secteur, quand on a des exigences de qualité, quand on a des exigences de delivery, il faut pouvoir les respecter. C'est du taylorisme nouveau, hein, c'est-à-dire que c'est du travail à la chaîne. C'est vrai, c'est du travail à la chaîne nouvelle génération. Pas d'accord avec toi, Faisal. C'était du travail à la chaîne et du taylorisme avant, parce qu'on demandait avant à nos opérateurs de se contenter de réciter des scripts qui leur étaient donnés sans avoir aucune valeur ajoutée. Quand on doit simplement répondre aux renseignements téléphoniques, il n'y a aucune valeur ajoutée. Aujourd'hui, les métiers ont changé. Aujourd'hui, on demande de la... Il y a quand même un objectif, j'imagine, dans la matinée, à prendre un certain nombre d'appels. Ça reste, il y a des objectifs. Oui, mais qui aujourd'hui, quelle est l'entreprise qui n'a pas d'objectif de productivité, qui n'a pas d'objectif de performance. Je suis pas en train de taper dessus, mais il faut juste essayer de comprendre qu'on est dans un métier qui est à mi-chemin entre l'intellectuel et l'industriel. C'est-à-dire qu'on industrialise la manière C'est une industrie. Voilà. On est complètement d'accord, c'est une industrie. C'est pas du service, c'est de l'industrie. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on demande aux conseillers clientèle de faire, c'est de produire de la valeur ajoutée parce que ils ont besoin de comprendre la demande du client, d'y répondre. Ils ont plusieurs solutions à leur possible et ils doivent choisir et c'est leur initiative. On leur demande de détenir parfois des expertises métiers. Quand on est dans de l'assistance technique dans le secteur automobile, c'est de l'expertise métier. Quand on est dans de la gestion de l'assurance, c'est de l'expertise métier. Donc aujourd'hui, on ne n'abrutit pas les gens. C'est absolument pas ça. Ensuite, Ensuite, c'est 11h30. Voilà. Et donc rapidement, pour répondre quand même à ça, je tiens absolument à finir ma phrase. Jamais. Non, c'est le flash info. Tu continueras après. 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Si Ahmed vient de se réveiller, salut. Ah c'est bien, moi je me repose aujourd'hui. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts. Aujourd'hui, on parle de droit du travail, de la vie professionnelle comme tous les lundis, avec un focus sur les call centers, sur l'outsourcing, sur tous ces métiers. Et c'est vrai qu'on a eu the other side of the story, comme on dit, c'est-à-dire l'autre côté, the dark side of the moon. C'est c'est pas innocent que j'utilise ce terme-là, mais c'est vrai que ça nous permet de voir avoir une autre vision de ce secteur aujourd'hui. Je vous lirai quelques commentaires sur la page Facebook. Il y a quelqu'un qui a l'air bien remonté, hein. Bon, je vais le lire, vous répondrez. C'est normal. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Sana Benchkroun est avec nous aujourd'hui, qui est directrice du Capital Humain d'un grand groupe qui opère dans le secteur. Et Sir Sewell, faites pas attention, vous l'entendez pas depuis tout à l'heure, il est en train de se faire les ongles. C'est normal. 11h39, on a Ahmed Dagadir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Ahmed.
comment allez-vous? Bah ça va. Il fait beau à Agadir là? Il fait beau? Ah, il fait un peu chaud quand même. Ah ouais. Bon. Ouais. Bonjour tout le monde. Je voulais juste intervenir par rapport au call center. Oui. Je suis sur Agadir en fait et je travaille dans un call center un peu connu dans le monde entier. Oui. Et c'est à Agadir qu'il n'y a qu'un seul call center. Le problème c'est que là actuellement on a des difficultés sur certaines activités en fait ici sans citer en fait le nom de la société. Ouais. On travaille pour, je vous donne un exemple, on travaille à titre d'exemple pour 19 dirhams 52 centimes de pour l'heure. Ok. De l'heure, exactement. Oui, Brut. bien sûr. Ok. Oui. D'accord. Mais par la suite, on a des primes qu'il faut atteindre. Mais le souci, on nous met des bâtons en fait dans les roues par rapport aux primes. À titre d'exemple, j'ai en fait une prime que je mérite pendant un mois, je dis n'importe quoi, de 7000 dirhams ou 8000 dirhams. On met des malus, malus ça, malus ceci, cela. Et à la fin, tu te retrouves avec une prime de 1500, 1000 dirhams, 900 dirhams. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout en sachant que je suis en train de faire le calcul. Vous êtes payé combien de l'heure? 19 dirhams, 52 centimes. 19 dirhams. Pour les gens, en fait, alors, pour les gens qui ont un contrat Anapec, c'est 15 dirhams. D'accord? 15 dirhams. Non, 15 dirhams. Eh oui. Ouais. D'accord? Pour les gens qui sont passés en fait en CDI, ils sont à 19,52. 19,52, 20 dirhams, 22 dirhams par l'heure. D'accord? Mais notre réel problème aujourd'hui, c'est par rapport aux primes. Parce qu'on ne va pas du tout travailler dans un centre d'appel tant qu'il n'y a pas en fait un gain derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un milieu très stressant, où on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de demandes des clients et tout. Et notre problème aujourd'hui, c'est concernant les primes tout simplement. Si vous voulez, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bah oui, je vois absolument. Donc, je suis juste avec ma calculatrice et en train de faire un petit calcul. Vous bossez combien par jour en moyenne? 8 heures? 8 heures, on a... Durée normale, quoi. Et vous bossez 5 heures par jour? Bah, à titre d'exemple, j'ai bossé aujourd'hui 3h30 le matin et je bosse 5h30 l'après-midi. D'accord. Ok. C'est quoi ces niveaux-là? Non, il faut pas dramatiser non plus, hein. Déjà, du point de vue légal, le SMIC est respecté. Parce que du point de vue légal, c'est le SMIC qui est... J'arrive. Okay. Alors, si on se base sur le SMIC, à ce moment-là, je vois pas quelle perspective on peut avoir. Attends que je termine. Non, mais je te laisse terminer. D'ailleurs, je vais passer la parole à Sana. Oui. Du point de vue légal, il y a un fixe et un variable. Oui. Donc, si on tient compte des deux, on est au-delà et de loin du SMIC. Tu es d'accord avec moi? Si là, par exemple, déjà à peu près, si j'ai bien compris, il a dans le minimum qu'il touche au niveau de la prime, c'est 1500 dirhams. 1500 dirhams plus les 2500, ça fait déjà à peu près 5000 dirhams. Donc, du point de vue légal, c'est irréprochable. La loi est respectée. Maintenant, la gestion des salaires, la gestion en termes de motivation, en termes de structure de salaire, je préfère que Sana en parle parce qu'elle est mieux placée que moi. Alors, c'est cette question que j'allais aborder parce que les niveaux de salaire. Alors, qu'on parle du SMIC, tu sais quel avis j'ai sur le SMIC et comment on peut relativiser le SMIC. Si on se base que sur le SMIC, à ce moment-là, quelle perspective on donne? Ben voilà. Oui. Bon, alors maintenant, en plus sur des métiers qui demandent des compétences linguistiques, vous allez dire aux jeunes, allez développer vos compétences, tout ce que vous allez mériter, c'est le SMIC et un peu plus si on veut. Je pense qu'il y a quand même un problème quelque part. Mais c'est vrai que là, par rapport à cet exemple-là, est-ce que c'est un métier qui est mal payé? Ça, c'est une question que j'allais poser aussi, parce que les plaintes qu'on a souvent et les gens qui nous appellent, alors non seulement c'est un métier stressant, ça on peut le comprendre, mais il y a beaucoup de métiers qui sont stressants et qui peuvent être pénibles, avec cette pénibilité moderne. Je veux juste ne pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, le chouche, il travaille pas sur un chantier. C'est une autre forme de pénibilité, hein, les call centers, et c'est une réalité. Hein. Puis avec des nouvelles maladies professionnelles qui sont entrées dans la nomenclature, notamment pas
pas chez nous, je pense, à l'étranger par rapport aux oreilles. Là, on parle bien des call centers. Les niveaux de rémunération aujourd'hui, tu nous diras après dans ton groupe à toi, bien évidemment, mais dans le métier en général, est-ce que c'est cette pratique-là, c'est-à-dire ce sont ces niveaux de rémunération qui sont en moyenne pratiqués? Les rémunérations sont très hétérogènes, on va dire. Et après, je pense qu'il faut plutôt parler de promesse employeur globale, c'est de système de rétribution global, parce que on a malheureusement aussi un secteur informel qui paye très bien, mais qui ne déclare pas, où il n'y a pas de système d'assurance maladie, où il n'y a pas plein de choses. Et il y a des groupes qui ont une rémunération qui est plutôt à la médiane du marché, mais qui à côté offre énormément de choses entre les dons, les prêts, la politique sociale, sociétale, les avantages, etc. Grosso modo, la promesse employeur reste plutôt attractive. Après, là, on est sur un sujet qui est quand même assez particulier, qui est le pilotage de la rémunération variable. Et ça, malheureusement, c'est pas du tout propre au secteur. C'est globalement quand la rémunération variable. Alors, je vais peut-être prendre un éclairage plutôt RH et politique RH et politique de rémunération. La rémunération variable a vocation de booster les performances individuelles et de pousser le collaborateur à aller mettre en place toutes les conditions pour pouvoir atteindre un résultat qui est important pour le business. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. J'ai Kamel sur la page Facebook qui nous dit qui nous fait des petits compléments sur la musique. Et vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, je vous fais des spéciales dans les émissions sur les groupes. C'est-à-dire que pendant toute l'émission, je vous passe des musiques d'un seul groupe. Aujourd'hui, c'est le spécial Tears for Fears. Alors, Sana Benchkrolen est avec nous aujourd'hui. Tu étais en train de nous parler justement de réagir par rapport à la rémunération en réponse à Ahmed qui nous appelait d'Agadir. Je parlais de la rémunération variable. Je disais qu'il y avait deux façons de piloter la rémunération variable. Soit vous la pilotez uniquement avec un objectif économique derrière, et vous allez vous mettre en situation effectivement de pouvoir faire en sorte que on fait une promesse, et ça nous arrive d'avoir des candidats quand ils viennent qui sont un peu frileux par rapport à la rémunération variable, parce qu'ils ont l'impression que c'est une façon de leur vendre de la rémunération qui finalement ils vont pas recevoir. Donc soit vous allez la piloter de façon économique, vous allez faire en sorte de bloquer le versement de cette prime, vous allez mettre en place plein de choses qui vont empêcher le versement. Soit vous considérez et vous êtes convaincu, et ça c'est un petit peu la réalité de notre groupe, parce qu'on le contrôle de façon continue et de très près, on est vigilant là-dessus. On considère que c'est un moteur de la motivation, on considère que c'est quelque chose qui permet de booster la performance, et c'est aussi une question de crédibilité, de confiance qu'on construit avec les collaborateurs dans la durée. Et là, on se permet pas et on n'a pas le droit de jouer avec ça, et on regarde de très près les versements, on a des indicateurs et on a des suivis très réguliers sur le respect de la promesse employeur sur le variable, et on est très vigilant, et les partenaires sociaux sont extrêmement aussi sensibilisés sur la question et suivent de très près. Moi, je trouve dommage qu'effectivement, et c'est d'ailleurs à long terme, c'est absolument pas des politiques qui sont gagnantes. Je pense que quand on s'inscrit dans un win-win, il faut réfléchir au long terme, parce que c'est tout simplement toute la crédibilité du management de l'entreprise qui est engagé à travers des leviers comme ça, de pouvoir promettre des choses et de ne pas les verser. Et finalement, on se retrouve avec exactement l'inverse de ce qu'on attend. Alors, j'ai Bouchaïb sur la page Facebook qui a l'air bien énervé, alors qui nous dit: qu'en est-il de la liste noire établie par l'AMRC? L'AMRC, c'est l'association marocaine de la relation client, c'est bien ça, à l'encontre des syndicalistes et des délégués de personnel. Alors, je sais pas ce qu'il y a ça. Et il nous dit que le secteur est globalement hostile à l'action syndicale. Alors moi, je vais parler de l'expérience que nous avons chez nous. Les partenaires sociaux sont une composante clé de l'entreprise. Ils ont une place à part. Nous les formons. Nous avons des contacts réguliers avec eux. Ils sont impliqués dans toutes les aspects de la vie de l'entreprise, que ce soit les actions sociétales, que ce soit les actions sociales, notamment notre comité des offres sociales, où ils sont partie prenante et décisionnaires, que ce soit les changements de politique RH dans lesquels on concerte. Moi, je considère
considère que c'est pour moi, un canal supplémentaire de remontée des attentes et des perceptions des collaborateurs. On a d'ailleurs des relations. Alors, je dirais pas, on peut avoir des différends, on peut avoir des désaccords, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais par contre, on a des relations très transparentes, et c'est un vrai partenariat qu'on a construit avec eux. Donc moi, Unis Noir, parce que c'est un syndicaliste, d'abord, j'en ai pas entendu parler, et je n'y adhérerai pas, quel qu'il soit, parce que je considère que les partenaires sociaux aujourd'hui, c'est aussi une voie de démocratie interne. Donc voilà. Voilà. Non. Seb Cheb a raison quelque part, parce qu'il y a des entreprises qui en font leur politique, on le sait. Oui. Lorsqu'ils n'arrivent pas à construire une relation de confiance, ils sont dans une relation conflictuelle, je dirais que l'entreprise se défend à sa manière, parce qu'il faut le reconnaître aussi qu'il y a quelquefois des partenaires sociaux qui ne font rien pour l'amélioration de la relation sociale au sein de l'entreprise. Il faut le reconnaître. Comme il y a des employeurs qui font rien aussi. Donc, ça existe, oui, mais on ne peut pas généraliser. Je perds jamais l'occasion de rappeler que le taux de syndicalisation est extrêmement bas. Oui. Voilà, faut le dire. Ça n'empêche pas qu'il y a des syndicats, ça n'empêche pas qu'il faut respecter les syndicats, mais il faut aussi relativiser et dire que le nombre de syndiqués, il est... Parce qu'à ce jour, malheureusement, et dans la plupart des entreprises, on n'est pas encore arrivé à construire cette relation de confiance et cette relation de partenariat. Nous sommes toujours dans l'ancienne conception de relations presque conflictuelles. Est-ce que c'est pas un secteur qui mériterait d'avoir une convention collective, ou alors est-ce que je pêche par ignorance, il y en a déjà une? Non, il n'y en a pas déjà une, mais nous, on a signé en 2016 un accord d'entreprise avec nos partenaires sociaux. Et c'est le seul aujourd'hui, je pense. D'abord, c'est le premier, j'en suis sûre, et je ne sais pas si on a eu un similaire. Je pense qu'il y a eu Je pense que c'est un secteur qui mériterait d'avoir une convention collective, non? Ça serait, oui. D'ailleurs, rien n'empêche de construire, de prévoir même une convention à l'échelle. Au niveau entreprise, on n'est pas obligé de la. Mais si elle traite du secteur, c'est encore mieux. Parce que ça éviterait quand même qu'il y ait des disparités et même, entre guillemets, de la concurrence, quoi. Il faudrait, si tout le secteur est régi par les mêmes règles, ça serait une excellente chose. Pourquoi? Tout simplement parce que quand même, c'est un secteur qui a ses propres spécificités, ses particularités. Bon. Tu veux rien rajouter? Ah bah quand vous l'entendez plus, c'est qu'elle parle. Moi c'est pratique avec Sanad, c'est soit elle parle, soit elle ferme la bouche. Non, je pense que pratique pour la radio, c'est bien. Je pense qu'une convention collective, oui, pourrait être très intéressante. Après, vous savez, nous parce que c'est très peu utilisé. On en parle très souvent. On voit les exemples à l'étranger que ça fonctionne. On prend toujours l'exemple de l'Allemagne où c'est vrai que même le SMIC jusqu'à très récemment était régi par les conventions collectives par secteur. C'est vrai que il y en a très peu ici chez nous au Maroc. Ça pourrait être un outil et on en parle très rarement. Les conventions collectives déjà au Maroc ne sont pas si courantes que ça. Ben oui, c'est ce que je veux. Déjà globalement, indépendamment du secteur, c'est pas. Sont une douzaine, je pense. C'est rien. Je suis désolé, mais pendant qu'on parle, il y a ce Bouchaïb. Merci Bouchaïb de réagir, mais alors il est très remonté. Il n'y a pas un truc qui est trop grâce à ses yeux. Alors, il vous dit que le rôle de la médecine du travail est inexistant dans le secteur, que le favoritisme et clientélisme sont les mots d'ordre en ce qui concerne l'évolution interne, que là il nous entend parler de la convention collective. Il nous dit une convention collective n'est pas la bienvenue tant que les rapports de force ne sont pas équilibrés. Bon. Il est je pense qu'il est syndicaliste, Boucher. Je pense qu'il va me répondre. Je pense, non? Certainement, mais ça changera rien à la donne. Hein. C'est une réalité. Le taux de syndicalisation est très faible et du coup, parce que la convention collective, c'est un contrat entre un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs syndicats représentatifs. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut envisager une convention collective qu'avec un syndicat. Et si le taux du syndicalisme, la syndicalisation est faible, automatiquement, le nombre de conventions collectives va être lui aussi faible. Hein. C'est clair. Hein. Bon, l'histoire des jours fériés, ça aussi on l'a souvent traité dans cette émission, mais bon, comment vous gérez ça c'est une manière très concrète la gestion des jours fériés qui sont le différentiel qu'il peut y avoir entre les jours fériés marocains, les jours fériés français, jours fériés néerlandais si vous travaillez avec les Pays-Bas, bref tous les pays avec lesquels vous travaillez. On en profite pour faire de la formation continue, on en profite pour faire des sorties ou des team building.
en fait, c'est des journées où on en profite pour faire finalement. Non, alors ça, c'est ceux qui sont dans le bénéfice des salariés. Moi, tu imagines bien que la question qui est posée, c'est sur les jours fériés marocains dont on ne dispose pas parce qu'on est obligé de travailler pendant un jour férié marocain parce qu'à l'étranger, on doit répondre aux besoins du client. C'est traité complètement dans le respect de la loi, tout simplement. Ça pose aucun souci? Non, absolument pas. Je pense que la population est sensibilisée, le sait. On a souvent cette question, et c'est pour ça que je donne l'exemple de l'Aïd Kbir, par exemple. Alors, d'abord, c'est du volontariat et les gens travaillent, puis sont effectivement sensibles, ils savent que ça fait partie de l'activité. C'est un peu comme dans l'hôtellerie où un hôtel peut pas s'arrêter parce que c'est l'Aïd Kbir. Mais derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir un très beau déjeuner de l'Aïd Kbir, on va offrir un très beau petit déjeuner de l'Aïd Kbir, on va animer la journée parce que pour au moins faire vivre un peu l'esprit de la fête aux collaborateurs qui sont là. Et au final, ça leur permet. Alors, et on a aussi des flexibilités horaires pour des personnes qui ont des contraintes particulières là-dessus, pour qu'ils puissent gérer aussi un peu leur vie privée là-dessus. Bon, j'ai Boacheb qui me répond, il me dit oui, je suis syndicaliste. Voilà, on peut dedans. Oui, bien sûr. J'ai Abdallah qui nous dit dans une émission complément d'enquête qu'il avait sur France 2, et il semble qu'on aurait relevé plusieurs non-conformités et non-respect du code du travail dans un centre d'appel français installé à Casa. Bah oui, mais bon, si vous me dites pas lequel c'est, moi je sais pas, j'ai pas vu cette émission. Mais c'est vrai qu'apparemment. Alors alors moi ça me fait enchaîner sur une question que je pose. Moi qui écoute très souvent la radio française, les humoristes que vous pouvez trouver sur les radios en France se moquent allègrement de tous les call centers délocalisés de grandes compagnies d'assurance françaises, bancaires, etc., qui sont délocalisés au Maroc, en Tunisie, très loin. Et puis bon, ça donne des sketchs qui sont assez rigolos, mais en fait, ils se posent la question du fait que ces call centers sont loin. Et aujourd'hui, on entend encore une fois, vous vous rappelez, de la colocalisation et non pas de la délocalisation, et du fait qu'il y a ils se targuent d'avoir des call centers qui sont bien en France pour répondre à des Français. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes problématiques dans d'autres pays avec lesquels vous travaillez, mais est-ce qu'il y a un risque que demain, justement, sur le secteur de l'outsourcing, il y ait une espèce de... soit que ça parte vers d'autres pays ou qui soient plus compétitifs en termes de coûts et en termes de compétences aussi. Est-ce qu'on est sur ces risques-là ou alors on est plutôt pas mal? Franchement, pour être clair, les Marocains ont beaucoup de cordes à leur arc. Il faut absolument pas hypothéquer l'avenir. Aujourd'hui, on a de grands clients, qu'ils soient francophones ou internationaux, qui nous font confiance. Les Marocains ont des compétences naturelles qui sont l'intelligence. On a une richesse au niveau de notre jeunesse qui est pas à négliger et on l'a démontré aux clients. Mais qu'on sous-estime. Nous, en tout cas, on ne sous-estime pas. Et en tout cas, moi, je pense qu'il y a encore un bel avenir au Maroc pour notre secteur d'activité. J'ai absolument pas d'inquiétude. Il y a de la marge de progression? C'est-à-dire, juste avec le discours que tu nous as tenu, qui est très optimiste et qui est très clair, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel, encore un bassin d'emploi sur ce secteur-là à l'avenir? On a eu les gens qui ont appelé, des jeunes qui ont appelé, qui sont en train de diplômer ou en cours d'études. Est-ce qu'il y a un vrai potentiel pour le marché? Il y a un potentiel, ça se tend clairement, mais il y a un potentiel. Et puis nous aussi, il faut dire que nous, on a dans nos politiques de recrutement et d'intégration, on diversifie aussi les dispositifs qui vont permettre, même avec la rareté la raréfaction de certaines compétences linguistiques, de pouvoir pourvoir notamment les dispositifs de formation linguistique. Donc aujourd'hui, c'est une difficulté, mais ce n'est pas encore une menace. Bien, la menace, ce sont des gens comme Hamd Qsiwar. C'est ça la menace. Voilà. Ce sont ces seniors qui travaillent jusqu'à plus d'âge là, mais faut les laisser la place aux autres. Tout à fait. Il faut chercher. Je plaisante. Tu es irremplaçable. Merci Sana en tout cas d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé notre lanterne, de nous avoir donné une autre vision. Et voilà. Au moins c'est en réponse. Je savais pas que j'aurais une réponse aussi complète par rapport à une petite phrase que j'ai dit la semaine dernière. Mais bon, voilà. Je vous souhaite un excellent appétit et à demain.